Bon, rebonjour. Comme vous avez compris, normalement, dans l'équipe de BAM, ça tombe toujours sur moi d'animer les sauces. C'est pas que moi j'adore, mais bon, voilà. On lance une pièce à l'air et normalement, ça tombe toujours sur moi. Mais bon. Ça que vous êtes là, je vous invite à venir, à vous asseoir, il a la place. Et à nouveau, merci à tous d'être là. Avant d'introduire cette petite table ronde et la présentation de l'Observatoire de la mobilité responsable et mode active, je me suis dit, peut-être ça serait bien de parler un petit peu de qui nous sommes, qui est BAM, parce que potentiellement, tout le monde devrait connaître déjà, parce que voilà, mais je comprends que pas tout le monde connaît. Et qui sommes-nous? BAM, ça veut dire bicyclette et alternative de mobilité. Et on s'appelle BAM, l'agitateur de mobilité. C'est quoi notre but? Notre but, c'est expérimenter, innover et coopérer pour répondre aux besoins des territoires, des entreprises et des porteurs de solutions. Et dans la région Nouvelle-Aquitaine, bien sûr. C'est quoi notre action? Nous, on a 4 axes de développement des actions. La première, c'est l'accompagnement et le conseil des territoires, des entreprises et des porteurs de solutions. On travaille pour amener de l'innovation sociale, on travaille pour faire des diagnostics de territoires, pour déconseiller de nouveaux produits, pour travailler sur différentes formes de la mobilité, mais toujours avec l'idée d'expérimenter, innover et coopérer. Et pourquoi ce petit nom d'agitateur de mobilité? Le premier, parce que c'est joli quand même. BAM, agitateur de mobilité, c'est beau, alors ça nous plaît, pourquoi pas. Mais surtout, on a choisi le nom d'agitateur de mobilité parce qu'il représente très bien ça que nous, on voudrait faire. Ça que, quand on a commencé le projet BAM, c'était justement ça. Ça qu'on avait envie, c'est pouvoir, avec notre expertise, avec les contacts, avec les réseaux, pouvoir mener tout, faire qu'il y a des choses qui se bougent, il y a de l'innovation qui se crée, le fait de créer des outils de travail, de coopération, des contextes de coopération, que ça arrive à mélanger tout pour qu'il y ait de nouvelles choses qui naissent ou qui accompagnent ou qui résoudre ou se prestent à aider des territoires, entreprises et des autres parties. Je vous disais qu'on a 4 types d'actions et je viens de me rendre compte que je dis que le numéro 1, c'est le conseil d'accompagnement. Mais le deuxième, c'est fédérer les acteurs et actrices de la mobilité des différentes parties prenantes de la région Nouvelle-Aquitaine, avec un point important sur l'économie sociale et solidaire. Pour nous, c'est très important de développer ces parties-là. Le troisième, avec un collectif qu'on a créé avec Cities, Vélocité, WeMove et John Fourche, on travaille pour créer un lieu, le lieu totem de la mobilité, un lieu dédié à la mobilité, de la mobilité responsable. Et le quatrième, on travaille pour amener une culture de la mobilité responsable. C'est pour ça, je ne sais pas, tout à l'heure, Julien, il me parlait de la web-série qu'on fait, qu'habituellement on fait une fois par mois, ou notre newsletter, ou différentes conférences. On essaye d'amener ce côté culture de la mobilité dans les différentes actions, dans les différents territoires. Et dans cet agitateur de mobilité, il a un an, à peu près, un peu plus peut-être, on agitait cet agitateur. Et grâce à cet agitateur, il y a un projet très chouette, j'espère, qu'il est né avec l'ADEME, avec la région, avec BAM et avec des autres acteurs, que c'est l'Observatoire de la mobilité responsable et des modes actives dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et là, je laisse la parole à ma collègue Oriane, que c'est elle qui va vous le présenter. Rebonjour ou bonjour à toutes et tous. Alors, l'Observatoire de la mobilité responsable et des modes actifs, peut-être en introduction, on parle beaucoup de mobilité responsable. On n'a pas décidé de faire une conférence là-dessus aujourd'hui. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, on a écrit un manifeste il y a un an qu'on a publié lors de la Semaine européenne de la mobilité, donc le manifeste de la mobilité responsable en région Nouvelle-Aquitaine. Et il est disponible, Ismaël, tu sais où il est ?
physiquement. Il est là-haut. Voilà. Donc si vous en voulez un, on les mettra à disposition voilà, tout à l'heure. Donc l'observatoire, c'est quoi ? Il a pour but de recenser donc les solutions de mobilité, les cartographier également. On a notre cartographe qui est là aujourd'hui, Vincent. Peut-être que vous pourrez lui poser des questions ensuite. Si tu veux lever la main, Vincent. Il sera là avec nous toute la journée aussi. Et de décrypter bien toutes les solutions de mobilité responsables, alternatives, durables, soutenables qui existent dans la région et qui permettent d'accélérer le changement sur la question des déplacements. On a plusieurs objectifs à travers cet observatoire. Évidemment, recenser les solutions qui existent sur les territoires, de les observer, de les étudier et de les analyser. Ça, je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment après. D'animer un écosystème. Alors, on en est là aujourd'hui. Hein. On a quand même pas mal de monde avec nous, des collectivités, des entreprises, des porteurs de projets de l'ESS, des citoyens aussi. Donc, c'est mettre en relation voilà, toutes ces parties prenantes et faire société autour de la mobilité responsable. Et de sensibiliser et d'orienter voilà, pour vraiment appuyer le changement. Alors l'observatoire, c'est quoi ? C'est un dispositif un peu global, en 6 points, en tout cas sur cette première année. Donc une cartographie collaborative que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est mise en ligne aujourd'hui. Une enquête régionale qu'on lance aussi aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir recenser un ensemble de données chez nos partenaires, que ce soit les collectivités pour leurs programmes de mobilité, les aides, ou chez les porteurs de solutions. Des journées professionnelles, donc cette journée d'études en fait partie. On aura aussi une journée en mai avec l'ADEME au Palais de la Bourse. Et pour les collectivités qui en ont envie, on peut organiser aussi des journées d'études sur des territoires ailleurs qu'à Bordeaux. Voilà, c'est possible. On va lancer donc une étude et publier une étude régionale qu'on appelle Panorama régional de la mobilité responsable, donc suite à l'enquête qu'on va lancer là au mois d'avril et qui donnera un état des lieux des propositions qui sont faites sur la région et des différentes dynamiques qui sont mises en place. Une newsletter aussi. Alors pourquoi une newsletter ? Parce que physiquement on est très présent à Bordeaux et dans certaines villes, mais l'idée étant d'être présent aussi de manière plus numérique pour pouvoir continuer les échanges en dehors de ces journées d'études et de ces journées pro tous les mois. Donc il y a une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner et elle est participative. Je sais que par exemple si je ne dis pas de bêtises. Ah non, et Cities. Si, Cities, ils sont là. Cities a participé le mois dernier. Qui a participé la région Nouvelle-Aquitaine aussi. Voilà. Donc l'idée, c'est de diffuser, c'est pas de faire de la promotion, hein, mais c'est de diffuser les bonnes pratiques qui sont mises en place et d'avoir une réflexion autour des mobilités responsables. Donc si vous voulez participer, on peut en discuter. Et ça, c'est un peu nouveau, on ne l'a pas encore lancé, mais on lancera un prix de la mobilité responsable et les candidatures seront ouvertes à partir du mois de mai. Et donc, les remises des prix se fera pendant la semaine de la mobilité, au mois de septembre prochain. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir autour de l'observatoire une animation et une vie de cette cartographie, de ces relations, de cet écosystème, et voilà, de ne pas s'en tenir juste à quelques chiffres et à quelques points sur une carte. Donc la cartographie, pour ceux qui ont des téléphones connectés, c'est cette adresse. Ça y est, elle est dévoilée. Et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Si j'ai une bonne connexion, mais normalement ça devrait aller. Donc l'observatoire. Comment ? J'espère que ça va marcher. Oui, ça marche. C'est mon cartographe qui me fait peur. On a eu quelques petits problèmes de développement ces dernières semaines, de base de données, de connexion, mais tout va bien aujourd'hui. Donc le principe général, c'est que voilà, sur le côté gauche, on a un ensemble de données qui permettent de créer des filtres par activité. Donc est-ce que le porteur de solution, la porteuse de solution fait de la vente de vélo, travaille dans l'industrie, voilà, il y a plusieurs filtres sur l'activité, les secteurs d'activité, sur les modes de transport, si on cherche des structures, des projets sur la marche, le vélo, en particulier. Ah, ça marche pas, Vincent. Mes sous-catégories ne marchent pas.
Bon, dans les vélos, normalement, mais on réglera ça tout à l'heure, on peut choisir si ça traite du vélo cargo, du vélo musculaire, du vélo électrique. On a une petite précision là-dessus. Et puis, voilà, tout un tas de solutions aussi que vous avez rencontrées aujourd'hui. Le rail, voilà. Et des acteurs qui travaillent sur tous les modes de transport en même temps. Les types d'acteurs, donc voilà, on a regroupé les acteurs de la mobilité responsable, la filière vélo, notamment parce qu'on aimerait qu'elle vive et qu'elle apparaisse en région. Je fais un petit clin d'œil à Pierre, qui est ici. Je ne vous fais pas toute la liste, mais voilà, est-ce que c'est des services qui sont liés, dédiés aux particuliers ou plutôt aux administrations ou aux entreprises? Et puis on a des champs un peu particuliers, notamment parce qu'on a envie de mettre en lumière les structures de l'ESS et travailler aussi sur nos études, sur certains... essayer de comprendre en tout cas dans l'ESS et la mobilité qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, on peut donc choisir un acteur, par exemple par recherche. On va être un peu mégalo. On va mettre BAM. Et la fiche apparaît donc avec une petite description, l'ensemble des champs qui lui sont associés, et évidemment des coordonnées et des adresses mail et un site internet, etc. Donc on a vraiment tout type d'acteurs. Si on prend ceux qui étaient là aujourd'hui, par exemple, Mood, voilà. On a aussi des ateliers d'électrification, etc. Donc tout ça est collaboratif. Nous, on a fait une première liste d'à peu près 600 structures. Toutes les données ne sont pas forcément rentrées, parce qu'on est fort, mais on arrête de travailler la nuit quand même. Donc il y a plein de choses à compléter. Et l'idée, c'est que cette plateforme puisse vraiment être prise en main par les collectivités et par les porteurs de solutions. Donc oui, ce que je vous disais, aujourd'hui, on a à peu près 600 structures sur les 12 départements. On a 71 collectivités et AOM qui sont recensées. Donc vous pouvez aussi ajouter vos programmes mobilité et les liens vers les solutions de mobilité que vous proposez. Et on a pas mal de champs de données qui ne sont pas forcément visibles sur la plateforme, mais qui permettent de recenser des données socio-économiques un peu privées que nous, on a envie d'analyser sur différents champs qui peuvent concerner notamment les entreprises, mais les chiffres d'affaires, le nombre de salariés, l'emploi, le nombre de femmes, j'en oublie, l'ESS, sur le nombre de sociétaires pour les coopératives, le nombre d'adhérents pour les assos, etc. Et on les a cités tout à l'heure, mais ce travail-là, il est rendu possible grâce à l'ADEME. Donc merci Alain et Cédric de travailler avec nous là-dessus. À la région aussi, qui nous soutient avec son AMI Mobilité Innovante. Et ça nous a permis aussi de pouvoir nous structurer et de créer ce genre d'outils. Et la métropole aussi, je ne sais pas où est Émilie. Elle a disparu, ou elle est là-haut. Mais à la métropole aussi, qui est là-bas. Voilà. Juste un petit point sur si vous voulez prendre en main cette plateforme-là. Donc vous êtes peut-être déjà dessus. Donc avant tout, vérifiez si vous y êtes. Si vous n'êtes pas dessus, vous pouvez vous inscrire. C'est hyper facile. Il suffit de cliquer sur ajouter un élément, le petit onglet rouge que vous avez vu tout à l'heure. Et dans les deux cas, vous pouvez compléter, modifier, changer des informations ou les remplir complètement. Et donc, il y aura une partie de données privées et une partie de données publiques, et tout ça est précisé dans le formulaire. Donc, je vous laisserai le prendre en main. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà commencé. Je vais laisser la parole à Ismaël, voilà, pour la table ronde. Merci. Qui s'intitule « Région Nouvelle-Aquitaine, 12 départements, 6 millions de mobilité ». Merci. Et avant de commencer, bien sûr, ça sera intéressant que je prenne le temps de présenter notre 4-5 intervenants invités. Pierre Morette, Région Nouvelle-Aquitaine, que je présentais vite fait à haut. Je ne connais pas par cœur ton poste, mais je sais bien, parce qu'on travaille ensemble, sur la construction de la filière vélo à niveau régional, surtout avec un axe très important industriel, mais pas que. Et l'idée, c'est, je sais que tu travailles avec tes collègues et les élus sur un feuille de route
de cette filière vélo. Est-ce que c'est possible, pas possible, c'est quoi, vers où on va. Voilà, on parlera de ça. Cédric Sou, l'ADEME. Pareil, je ne connais pas ton poste, mais je sais qu'avec Alain, c'est Messier Vélo. Voilà, si on travaille dans les vélos, on travaille dans les collectivités, il y en a des questions pour l'ADEME. Voilà, c'est toujours Cédric, Alain, s'il vous plaît. Alors, c'est la personne contact, la personne ressource. Toujours, c'est des bons conseils. Monsieur le Président, Vélocité, Ludovic Fourchet, et président de l'association Vélocité, l'association de plus de 42 ans sur la métropole de Bordeaux pour la promotion et la sensibilisation du vélo en ville. Voilà, tu parleras après, pas de souci. Didier Jean-Jean, adjoint au maire pour les quartiers APC, dans lesquels il y a aussi la mobilité voilà, de la personne qu'on contacte à sa fois. Et grâce à Didier, va nous accompagner toute la journée parce que c'est avec lui qu'on va faire après la visite apprenante. Toutes les personnes qui sont inscrites, voilà, c'est Didier qui va vraiment nous montrer, il s'est prêt au dialogue pour échanger sur les différents dispositifs que la mairie de Bordeaux il a mis en place. Orient, tu me disais, les titres, région Nouvelle-Aquitaine, 12 départements, 6 millions de mobilité. On a voulu être un petit peu provocateur par rapport à ces titres, parce que souvent, il nous dit, mais vous êtes à Bordeaux, voilà, l'urbain, les périurbains, les ruraux. C'est ça la région Nouvelle-Aquitaine, en fait. On est très différents, 12 départements, 6 millions de mobilité. Je vous lance à tous les 5, je t'invite, Oriane aussi, à répondre, peut-être à nous apporter votre vision sur ces 6 millions de mobilité. Quel lien on doit construire? Quel lien entre ces différences entre la mobilité? Est-ce qu'il y a des liens à construire? Et lesquels? Et quelle piste de travail on a? Je vous laisse, hein, vous gérez. Hein. Moi, je vais dénoncer Cédric. Merci, je suis puni. Alors, 6 millions de mobilité, 12 départements. Bon, je ne vais pas spoiler ce que j'avais prévu de vous dire cet après-midi, mais l'ordre de grandeur, quand on tire les grandes lignes des décennies, alors maintenant 2050, c'est pas si loin, mais enfin des 5-10 ans à venir, ce qu'on arrive à mesurer, c'est qu'en gros, on n'a pas les ressources, enfin à l'échelle mondiale et puis en France, pour conserver des mobilités telles qu'on les a aujourd'hui. Ce qui veut dire, potentiellement, l'ordre de grandeur, c'est 30 à 40% de véhicules à moteur en moins sur les routes, et ce à compter de 2035-2040, donc ça vient quand même assez vite. Et ben, par quoi on les remplace, quoi. Et donc le par quoi on les remplace, il y a des choses qui sont sans regret, et c'est aussi pour ça que nous on s'adosse à la filière du vélo, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est sans regret. Il n'y a rien à perdre, en tout cas, à faire sa juste place aux mobilités actives en général, et puis au vélo en particulier. Mais voilà, il faut avoir en tête que le nombre de véhicules en circulation va vraiment drastiquement augmenter, et que de manière un petit peu naturelle, moi la manière dont je vois l'avenir, c'est sans doute un rééquilibrage. On en a parlé un petit peu en aparté tout à l'heure avec quelques collectivités, mais le rééquilibrage entre ce qu'on imagine de la mobilité. Donc la mobilité, c'est se concentrer sur une voie et d'aller dans une zone d'emploi qui n'est pas chez soi. La mobilité, dans les prochaines années, ça sera aussi comment on rééquilibre ça et on arrive à prioriser les mobilités du quotidien qui restent locales. Parce que le local, c'est là où on se nourrit, c'est là où on loge, c'est peut-être là aussi où on travaillera un peu plus. Donc il y aura un rééquilibrage, notamment en termes d'aménagement du territoire, pour ne pas tout concentrer sur des endroits qui sont déjà sous pression, et sous pression pour plein de raisons. Voilà. Donc ça, c'est une réponse, en tout cas sur les années à venir. C'est soit on le fait dans la bonne humeur, en l'anticipant dès maintenant, soit on le fera sous pression par la suite, et ça sera déjà beaucoup plus désagréable. Voilà, un premier niveau de réponse. Je passe la balle à qui je veux. Allez. Ouais, peut-être à terme introductif aussi, il y a une richesse en région. Le fait que l'on présente une grande diversité, tu m'avais demandé de parler un petit peu sur la diversité de la région. On a 11 zones ultra denses, ultra urbaines en région, donc de plus de 100 000 habitants, 5 zones à faible émission, mais on a aussi beaucoup d'endroits avec moins de 20 habitants au kilomètre carré. Donc on voit vraiment qu'il y a une
une diversité et une répartition de la population qui fait qu'on a des besoins complètement différents. J'ai un de mes collègues, Mathieu Jorger, qui travaille au service de l'ESS, qui a écrit un bon article sur votre site et qui parlait justement de cette richesse de pluralité des mobilités, des besoins de mobilité, et notamment des populations les plus vulnérables, puisque c'est peut-être par là en fait où les besoins de mobilité vont pouvoir se démocratiser. C'est en expérimentant peut-être avec des publics jeunes, avec des seniors, avec des personnes en problème de, je sais pas, en situation de handicap, qui vont faire que la mobilité va pouvoir évoluer et toucher au fur et à mesure un plus grand nombre. Et c'est pas en s'attachant plus urbain peut-être directement, bien que c'est là où on a le plus de modes de mobilité, le plus d'accès aux transports en commun, le plus d'accès peut-être aussi aux itinéraires cyclables, qui fait qu'on va changer la mobilité pour tous. Donc ça, c'est une première chose. Après, on parle aussi donc vulnérabilité, de diversité de territoire. Faut aussi dire que la région, on a presque un tiers de la population qui a quand même plus de 60 ans. Et un peu plus de 20% qui a moins de 20 ans. Donc on est aussi extrêmement vieux, mais on a aussi extrêmement de jeunes. Et c'est ça aussi qu'il faut s'attacher. Il faut aussi avoir un concept de dire la mobilité, ça se fait de manière intergénérationnelle pour tous. Et il ne faut pas voir avec la mobilité comme une solution unique. L'idée, c'est d'avoir une mobilité pour un droit. C'est un droit pour c'est un bien commun qui intègre un certain nombre de personnes avec une pluralité et puis une diversité. Bien, bonjour à toutes et tous. Il y a effectivement, ça a été rappelé, ça a été présenté plusieurs échelles d'intervention quand on commence à travailler au niveau régional. L'échelle très urbaine, effectivement, avec des problématiques très complexes, beaucoup de modes de transport différents à combiner, beaucoup de circulation, une forte pression, une forte pollution qu'il faut effectivement réguler. Des zones périurbaines qui sont autour de ces zones urbaines et qui sont très compliquées, qui sont très dangereuses aussi pour ceux qui n'ont pas de voiture, et très invivables, très inconfortables, parce que très compliquées pour s'y déplacer. Et puis les zones rurales, les zones plus rurales qui vont devoir être prises en compte pour apporter ces mobilités alternatives. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'il y a effectivement une pression climatique, des enjeux climatiques, mais il y a aussi une forte demande des habitants pour pouvoir faire autrement qu'utiliser la voiture. Et on nous dit souvent, mais tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un vélo électrique, un super vélo, tout l'équipement qui va avec. Peut-être, mais la réalité aujourd'hui, elle est en train de changer. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde n'a plus les moyens d'avoir une voiture. Et en tout cas, de pouvoir l'utiliser à tort et à travers, tous les jours, 10 heures par jour, pour tous ses déplacements. Et ça, c'est une réalité qui s'amplifie à chaque fois. La voiture devient de plus en plus chère, elles sont de plus en plus compliquées. Les faire circuler, c'est encore une autre chose. Voilà, il faut de l'énergie qui coûte très cher. Et donc, finalement, le vélo dans tout ça et les transports publics, c'est la réponse qu'il faut apporter. C'est la réponse que les collectivités doivent apporter, chacune à leur échelle, pour démocratiser la mobilité alternative et la rendre accessible à toutes et tous. Donc, on reviendra un petit peu plus tard, peut-être dans un deuxième temps, je présenterai un petit peu pourquoi ça marche et pourquoi c'est possible et comment il faut doser chaque intervention en fonction du milieu. Mais en tout cas, il faut savoir lire, écouter ce que demandent les habitants. Alors ceux qui demandent plus de routes, plus de parking et qui s'opposent à l'apaisement des villes, en fait, ils sont bruyants. Donc on les entend. Les autres, ils sont plus constructifs, beaucoup moins bruyants, peut-être pas forcément hyper structurés pour porter leur voix. Il faut les aider à se rassembler pour que cette parole des habitants de tous les territoires, tous les types de territoires, puisse être structurée dans des associations, dans des collectifs, et qu'elle puisse faire infléchir les décisions d'aménagement public pour que l'aménagement public prenne vraiment en compte l'ensemble des modes de transport et l'apaisement des bourgs, des villes, des villages, des banlieues et des grandes métropoles. Tu nous parles du centre-ville, toi ?
Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous me permettez cette coquetterie, je vais rester couvert, comme ça je me sens au chaud. Oui, alors vous posez ça là, en termes de région, donc je suis l'élu de service, élu de la ville de Bordeaux, donc simplement pour vous y aller intitulé, comme ça cadre un peu. Ici à Bordeaux, je suis en charge de la nature en ville et des quartiers apaisés. Quartier apaisé, c'est une vision de l'urbanisme, des espaces publics qui tend à apaiser un quartier par tous les moyens possibles, donc non seulement les mobilités, mais aussi la place de la nature. Donc en fait, c'est une vision, une seule délégation qui va traiter ces sujets-là. En fait, grosso modo, on parle de l'espace public, quoi qu'il s'y passe. Donc, puisque vous avez une vision haute et puisque je suis l'élu, ce que je pourrais dire d'abord d'un terme... d'une manière générale, c'est que, oui, en effet, c'est un système d'abord qu'il faut changer. C'est une société qu'il faut changer. Ça, c'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui et c'est d'abord ça qu'il faut faire. Et il faut le faire vite parce que, ça vient d'être dit, on nous y obligera de toute façon un moment. Pour être un peu plus concret, c'est le diktat de la vitesse, par exemple, qu'il faut re-questionner. À l'échelle d'une région, c'est important. Mais bon, il y a plein d'autres choses, l'éloignement du lieu de travail et du lieu de l'habitation, enfin, etc. etc. Donc, si je veux être un peu plus opérationnel ou pragmatique, je ne vais pas dire l'évidence que dans une échelle de la région, évidemment, chaque site est différent et donc chaque mode de transport a sa place et les uns complétant les autres. Mais je vais me limiter à ce qu'on peut dire à Bordeaux parce que je pense qu'en effet, il faut travailler partout. Certes, les centres urbains sont mieux dotés que les communes rurales, certes, mais on est encore loin du compte. Alors, mea culpa, à Bordeaux, l'autopartage, d'une manière encore insuffisante, sera mis en place ce mois-ci. Le free floating, mea culpa, est mis en place d'une façon un peu organisée depuis moins d'1 an. Les lignes de bus express travaillent en progrès, enfin travaillent en cours. Les lignes de réseau, on appelle ça le rêve à Bordeaux, c'est les réseaux express vélo, travaillent en cours. Donc je pense que même nous, ici, dans les centres urbains, on est encore très en retard. Et donc pour conclure sur cette introduction et sur un propos général, je pense qu'on a besoin de 2 choses pour un propos un peu général, c'est d'avoir un courage politique, d'avoir des décisions qui soient des décisions tranchées, des décisions qui soient radicales, à la hauteur des enjeux. Et ça, ce n'est pas encore le cas partout. Et ensuite, on a besoin aussi d'une mobilisation. Une mobilisation de tous les acteurs, ça c'est ce que vous nous aidez à faire, et une mobilisation aussi de tous les usagers. Et on en a fortement besoin parce que pour faire évoluer tout ça, et notamment pour donner un peu de courage aux politiques, on a besoin de la mobilisation citoyenne parce que on est encore aujourd'hui, nous politiques, un peu embrouillés par des clichés tenaces, mais qui n'ont plus cours. Je suis un jeune homme politique, mais depuis 3 ans que je fais de la politique, j'essaye d'assister à toutes les réunions de quartier, à tous les conseils de proximité, à toutes les instances de concertation, et je me rends compte souvent que contre les clichés qui sont colportés en permanence, pour diverses raisons sur lesquelles je ne souhaite pas m'étendre, que en fait, la population est loin de ces clichés. Souvent, la population a bien compris l'intérêt de ces changements. Mais on les entend peu. C'est, on pourrait dire, la majorité silencieuse. Et donc souvent, nous, hommes politiques, la majorité silencieuse, on l'oublie. Voilà. Ah oui, non. Merci. Mais en t'écoutant, ça m'a très très rapidement fait penser à quelque chose que je trouve très important. Bordeaux, c'est une ville, mais la mobilité, en fait, il n'y a pas de frontières. Et c'est là que je trouve très intéressant, c'est comment Bordeaux, la ville de Bordeaux, travaille avec les communes à côté, mais aussi avec les autres territoires, parce que finalement, Bordeaux, c'est un générateur de flux, des personnes pendulaires qui viennent à travailler tous les jours des dehors de la métropole, des autres collectivités, des autres territoires, pardon. Il n'y a pas longtemps, on était à Mimizan, ils sont ici, on parlait tout à l'heure avec Baptiste et Frédéric, ils nous disaient, en fait, en bonne partie des personnes qui habitent à Mimizan, il y a une partie qui travaille à Bordeaux et qui font les allers-retours
tous les jours. Et là, ça intervient aussi dans la mobilité d'une ville, même si finalement, Bordeaux, des habitants, ce n'est pas énorme, c'est 200 000 habitants. Oui, alors on a une chance, on a une grande chance, c'est qu'on travaille avec Bordeaux Métropole. Et donc les services de Bordeaux Métropole font ce lien à l'échelle des 28 communes. On travaille également avec le département et la région pour les réseaux de bus, les cars régionaux. Mais c'est évident qu'on plaide pour une mobilité qui fasse le lien. Et surtout pas réfléchi simplement à l'échelle de la commune. On est par exemple les fervents défenseurs du RER métropolitain et nous souhaitons que toutes les énergies humaines et financières se destinent à ce réseau express régional plutôt qu'à des lignes grande vitesse qui nous feraient gagner 20 minutes pour rejoindre Toulouse, quoi. Et je n'ose pas, parce que je n'ose pas vous parler de l'aspect nature qui me concerne aussi, mais qui ne nous concerne pas ce matin quand on parle de cette ligne grande vitesse. Donc oui, en effet, le rêve, le réseau express vélo, ce sont au-delà de la sécurisation de ces pistes et au-delà du confort de ces pistes, ce sont des pistes qui relient différentes communes et qui permettent d'arriver, alors pas dans l'hypercentre de Bordeaux, parce que l'hypercentre de Bordeaux, on est en train de le dessiner piéton. Quand vous passez les boulevards, qui est notre petit périphérique, faut prendre une notion. Ensuite, on va aux cours. Et à Bordeaux, les cours, c'est nos petits boulevards. Et les cours, je fais le parallèle avec Paris, et les cours, on est vraiment dans quasi l'hypercentre. Et donc, ce qu'on souhaiterait, c'est que l'intracours, entre les cours et la rivière, on aimerait que ça, petit à petit, ça devienne ou piéton ou en secteur partagé. Donc, les vélos, arrivés à ce moment-là, on roule au pas et on n'a plus besoin d'être dans l'hypercentre sur des réseaux express. En revanche, on les amène au moins jusqu'au cours et ils viennent de toutes les communes environnantes. Cédric, je me souviens que la première fois qu'on t'a présenté l'idée, parce qu'au début, ce n'était pas l'observatoire, c'était pas un observatoire. Au début, ça que nous, on avait parlé avec toi et avec Alain, c'était l'idée de créer une cartographie parce que nous, on avait identifié ces besoins de recenser, de savoir, parce qu'avec les collectivités et les porteurs de projets avec qui on parlait, souvent, on avait cette idée de, en fait, à Bordeaux, c'est facile parce que vous connaissez, mais dehors, on ne sait pas qui est là sur vélo, on ne sait pas qui travaille là, on ne sait pas avec qui se soutenir pour demander de l'aide. Et c'est à partir de là que s'est créée cette idée d'avoir une cartographie. Et c'est Alain et Cédric que nous avons dit. Et ici, vous allez plus loin et vous allez à travailler sur un observatoire. Alors, c'est grâce à vous, quelque part, que vous nous avez poussé à aller plus loin. Alors, merci pour ça. Et dans ces conversations, tu nous as dit, l'économie sociale et solidaire, il faut travailler avec, parce qu'il faut que l'économie sociale et solidaire dans la mobilité, elle change d'échelle. Je te laisse. C'est une question. Écoute, je te remercie de nous remercier, mais non, effectivement, là, on est sur 12 départements, donc voilà, c'est un peu biaisé ce que vous voyez aujourd'hui. Il y a plein de monde dans la salle pour parler de vélo, c'est pas systématiquement de mobilité active, c'est pas systématiquement le cas quand on est ailleurs. Il y a des gens qui sont encore à convaincre, donc on les convainc comme on peut. Le comme on peut, c'est notamment parce que vous collectez dans vos déchetteries tout un tas de déchets qui sont tout à fait utilisables, tout un tas de vélos, pardon, qui sont tout à fait utilisables, parce que vous avez l'habitude de soutenir tout ce qui va toucher à un service que vous rendez. Donc la partie déchets, c'est souvent quelque chose que la collectivité connaît et assure. Donc c'est comment on arrive à transformer ça en un traitement d'un problème en la proposition d'une solution. Et ça prend un petit peu de temps. Et on a besoin effectivement de ne pas être tout seul quand on va parler de mobilité active avec une collectivité ou des collectivités, et le fait d'avoir aussi un périmètre d'intervenants, même s'ils sont sectoriels. Voilà, il y en a qui sont plutôt industriels, d'autres qui vont être plutôt sur le service, mais en tout cas on n'est pas tout seul. Ça montre aussi à la collectivité qu'elle ne se trompe pas en accompagnant ça, notamment elle l'accompagne parce qu'elle l'accompagnait déjà peut-être parfois sur d'autres politiques. Donc on a besoin de ne pas être tout seul, et c'est à ça que sert aussi l'observatoire, et il nous sert aussi
Alors, pas immédiatement, mais c'est un peu l'objectif, à détecter les besoins des uns des autres. On n'a pas tous les mêmes besoins. Parfois, on a besoin d'un local, parfois, on a besoin de verdir son activité industrielle ou diminuer son impact environnemental. On n'est pas tous logés à la même enseigne quand on parle de filière économique, en tout cas des mobilités actives. C'est à ça aussi à terme qu'on souhaite que nous amène l'Observatoire. Et c'est derrière, c'est comment on peut apporter une solution aussi pour améliorer la situation. Enfin, c'est pas juste détecter les problèmes, c'est aussi pour essayer de trouver les solutions qui vont avec. Donc c'est important, et c'est important d'arriver à faire ce genre d'exercice pour donner envie et donner des raccourcis à ceux qui s'y lancent. Le raccourci, c'est effectivement d'avoir peut-être la constitution, alors professionnelle, c'est pas forcément le terme, mais une bonne constitution d'un réseau d'usagers des mobilités sur un territoire qui soit entendu, qui soit représenté. Et les collègues qui ont déjà travaillé le sujet vont faire gagner du temps à ceux qui vont démarrer. C'est un peu ça aussi, c'est d'arriver à faire que les plus anciens, en tout cas ceux qui ont éprouvé, qui ont essuyé les pots cassés, je sais plus que c'est que ça, essuyer les pots cassés, ça se dit? Non. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont cassés le nez à plusieurs reprises fassent part de leur retour d'expérience pour faciliter la tâche des autres. Donc, il y a une importance sur cet observatoire, même s'il n'en est qu'à son début. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on arrive à faire ce genre de journée. Alors, c'est comme ce que disait Oriane tout à l'heure, on a besoin que ça se fasse aussi ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des formations ici qui se font. Alors, les formations qui sont organisées sont des formations qui sont organisées en fonction de l'intérêt du local. Économie circulaire, économie sociale et solidaire, ou vraiment des aspects, comment je fais mes aménagements cyclables, peu importe, on va rentrer par la fenêtre si la porte est fermée, on va essayer de trouver des arguments, et c'est à ça que nous sert aussi l'écosystème qui fonctionne à travers BAM, c'est d'arriver à identifier des publics qui ne sont pas forcément naturellement les nôtres habituellement, et dont on doit pouvoir aussi entendre les besoins et puis aussi les savoir-faire pour convaincre un peu plus largement qu'ici. Voilà. Merci Cédric. Tu le passes à Pierre. Là, on arrive dans le moment de toutes les tables rondes qu'on commence à dire « Ah merde, il ne reste pas longtemps, alors Pierre, en 2 minutes, okay. 1 minute et demie, 40 secondes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces filières vélo économiques que tu travailles avec des autres, mais est-ce que tu peux en parler ? Très rapidement. C'est pas mon seul travail, je travaille aussi sur d'autres types de mobilité. Sur la filière vélo, disons que on s'est attaché, il y a quand même une première demande politique post-Covid sur explosion de la vente de vélos. Est-ce qu'on a une industrie du vélo? Est-ce qu'on peut éviter tout l'aspect logistique depuis les pays asiatiques? C'était ça la première demande, savoir si on pouvait s'atteler à ça. Est-ce qu'on avait des acteurs en région qui voulaient se positionner là-dessus? Donc on a commencé par un diagnostic, savoir quel acteur de la région travaillait sur les modes doux et actifs. Et aujourd'hui, on en a découlé certaines pistes d'action. Donc la première était d'essayer de fédérer au mieux possible les acteurs du vélo. On a un annuaire qui va sortir, espérons ce mois-ci, je pense que ce mois-ci sera le bon, pour donner une vision presque exhaustive donc des acteurs, peut-être pas sur les ateliers participatifs, etc., mais vraiment ceux qui travaillent, je ne sais pas, du bout de bois, du VUF, etc. C'est un annuaire qui sera complémentaire à l'Observatoire, puisque ce qui est intéressant avec ce type d'instrument, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que ce soit vraiment des instruments, des outils qui sont utiles pour les territoires, pour les citoyens et entre acteurs économiques. C'est surtout ça, en fait, la raison pour laquelle on accompagne cette filière. Après, la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une demande politique sur essayer de travailler davantage sur la mobilité du quotidien. Donc aujourd'hui, on se pose la question, quelle est la stratégie de la région, sur quoi est-ce qu'on veut s'atteler, parce qu'on a aussi une diversité, comme je l'expliquais avant, une densité des densités de population, mais aussi des caractéristiques de territoire vraiment différentes. On a de grosses problématiques de tourisme et de mobilité dans des temps saisonniers aussi. C'est quelque chose sur lequel on doit s'atteler. On est, depuis la loi L'Homme, on est aussi AOM, enfin au moins beaucoup d'AOM nous délèguent leurs responsabilités, donc on doit faire le lien aussi entre le mode actif, donc les vélos, et l'intermodalité, donc avec le TER, avec nos trains régionaux qu'on essaye de verdir de plus en plus. Donc encore une autre action, on n'a qu'à dire plutôt sur l'électrification de nos véhicules ou le verdissement de notre flotte. Donc voilà, on a beaucoup d'actions sur le verdissement, sur les moyens,
l'interopérabilité de toutes les solutions. Et donc sur le vélo, sur la filière vélo, essayer de relocaliser au maximum la production et s'atteler sur des questions plutôt en termes d'usage, d'expérimentation. On pousse beaucoup sur l'expérimentation. C'est pour ça que j'ai beaucoup posé sur les publics vulnérables et puis le besoin de multiplicité des expérimentations en région, à terme avec un caractère le plus réplicable possible. Donc voilà, plus d'expérimentation, le tourisme durable, une logistique plus durable en périurbain au niveau des aéroports, au niveau avoir un maillage aussi avec le fret ferroviaire qu'on essaye de pousser de plus en plus. Et puis nos ports aussi, parce qu'on est aussi autorité de certains ports en région. Donc voilà, je pense que ça fait quand même beaucoup de problèmes de mobilité et le vélo, essayer de le mettre un petit peu au centre de tout ça, puisque ça peut répondre à pas mal de problèmes. Tout le monde a compris que la question suivante, c'est pour Ludovic. Mais avant de te lancer la suivante et la dernière question, parce que le temps est Ludovic, il ne faut pas parler plus d'1 minute, je voulais, en complément à ce que vient de dire Pierre, les acteurs industriels de vélo dans notre région, dans la Nouvelle-Aquitaine, on a beaucoup et très bons. La seule différence, c'est qu'il y a des autres régions en France, sans rentrer dans la compétition des régions, parce que ça c'est ridicule. Il y a des autres régions comme le côté lyonnais ou dans le nord, que ça fait des années, il y a une tradition de plus de structuration. Et c'est là le retard que la région est en train de prendre, avec un travail bien fait et travailler avec des différents acteurs. Mais vraiment, au niveau de l'Aquitaine, on a de très très bons acteurs. Et que c'est vraiment à niveau français et européen, on commence à être au top niveau. Et certains sont ici, alors je profite à le dire. Ludovic, avant, quand tu parlais tout à l'heure, tu m'as fait penser dans un intellectuel italien qui s'appelle Gramsci, qui disait quelque chose comme ça, comme une idéologie, elle triomphe dans le moment que la société la transforme et se l'approprie, et ça passe à de bons sens. Quelque part, si on fait ça avec les vélos, on est aujourd'hui à ça. Les vélos, il y a quelques années, on était 4 à Bordeaux à faire des vélos. La société, cette idéologie a triomphé parce que la société, c'est la propre. Mais là, tout à l'heure, tu disais, c'est quoi les pas à suivre pour le reste? Comment on fait dans les autres territoires dans lesquels cette transformation n'est pas arrivée? Elle est en marche, mais elle n'est pas arrivée encore. 2 minutes. 2 minutes, alors je vais faire très vite. D'abord, elle est en marche, mais elle est en marche aussi dans le sens opposé. Et ça, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'autant en hypercentre-ville, la bascule culturelle peut être faite dans les grandes métropoles, et encore pas pour tout le monde, mais en tout cas, la demande des habitants s'exprime. Elle se traduit dans les faits, on peut le voir ici sur les quais, parce qu'on a des opérations d'aménagement, d'apaisement d'espaces publics qui sont emblématiques et qui sont très appréciées par tous les publics pour faire du vélo. Les cyclistes, les marcheurs, les dames, les hommes, les vieux, les jeunes. C'est le principe d'un aménagement apaisé universel, comme on a ici. Mais de l'autre côté, on a toujours des grands projets routiers qui sont dans les cartons et qui ressortent. Et à ma grande inquiétude, avec peu d'opposition qui s'exprime. Et je voudrais alerter là-dessus parce que c'est critique. On parle du grand contournement de Bordeaux, toujours. C'est la pire des choses avant la LGV. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait d'abord s'opposer à ça, au projet routier de cette ampleur-là, à l'élargissement de la 63. Personne s'y oppose. La concertation est en cours. Pour mettre encore plus de voitures entre Bordeaux et Arcachon et qui va du coup annuler assez vite les effets qu'on aura, les améliorations qu'on aura eu à grands frais sur le RER. Au Pays Basque, l'élargissement de la 63 a suscité très peu d'opposition, contrairement à la LGV qui lève tous les boucliers. Ça, c'est des questions qui sont quand même très inquiétantes parce que on ne s'oppose pas sur les bonnes choses, on continue de développer des projets néfastes. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que veulent les gens? Ils veulent pouvoir utiliser le vélo dans les trajets du quotidien. Pas forcément parcourir la région du nord au sud, est en ouest, évidemment, ou la Gironde à travers ces vallées et ces plaines tous les jours. Et donc, il faut sortir du seul spectre touristique pour aborder la question dans tous les territoires, développer le vélo du quotidien et construire.
construire des pistes cyclables en site propre, puisque c'est ça qui marche. Alors je voulais vous présenter le baromètre de la FUB. Donc la FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette, on en a parlé tout à l'heure dans la présentation. Nos associations, comme Vélocité, sont fédérées au sein de cette instance nationale qui fait beaucoup de plaidoyer pour le développement du vélo et qui publie tous les 2 ans un baromètre. Donc le prochain va arriver là en 2023, on va voter pour le baromètre pour la nouvelle édition. La dernière qu'on a, c'est celle de 2021. C'est une des plus grandes enquêtes vélo du monde, une enquête citoyenne qui est faite par les usagers et qui font remonter leur sentiment de sécurité et de confort sur les pistes cyclables. Donc on voit toutes les communes qui sont colorées, c'est celles qui ont reçu plus de 50 participations et qui sont du coup classées comme un peu les Nutri-Score ou les classes énergétiques de A à G ou H. Évidemment le vert c'est le A. Et puis le rouge, c'est critique. Et donc on va pouvoir zoomer avec les différentes catégories que la FUB a mises en place sur ce baromètre, et notamment une catégorie nouvelle qui est celle des banlieues, qui a été introduite en 2021, ou en Nouvelle-Aquitaine. Alors on peut peindre un tableau des fois noir, mais aussi il faut le voir quand il est vert. Nous avons la meilleure commune de tout le classement national, Saint-Aubin-de-Médoc, et donc qui est dans la métropole de Bordeaux, entre Bordeaux et le littoral vers la Cano. Une commune à cheval sur les Landes, la forêt des Landes, et la ville de la métropole, le centre-ville de Bordeaux, et qui a su aménager des pistes cyclables en site propre. Sur la plupart de ces grands axes, des pistes cyclables qui vont vers le centre-ville, qui vont vers les écoles, qui desservent les collèges, avec un très fort taux du coup d'enfants qui vont au collège à vélo seuls, un des meilleurs de la Gironde. Et donc, quand on fait des pistes cyclables, quand la collectivité aménage des pistes cyclables, les habitants le reconnaissent, et Saint-Aubin-de-Médoc a du coup eu la meilleure note avec 4,89 sur 5, donc c'est le meilleur classement. C'est étonnant que ça vienne d'une ville de banlieue, de périphérie. Mais la leçon à retenir, c'est vraiment qu'il faut ces pistes cyclables en site propre, et c'est tout l'objectif du réseau Vélo Express dont parlait Didier tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le réseau Vélo Express ? C'est des autoroutes du vélo qui vont de périphérie vers le centre-ville pour franchir tous les obstacles qu'on a sur une grande métropole comme Bordeaux. Les rocades, les voies ferrées, contourner les zones industrielles, les zones commerciales, tout ce genre d'environnement urbain très hostile au développement du vélo, et qu'un réseau Vélo Express doit pouvoir permettre de franchir en créant des ouvrages, des passages sécurisés, en aménageant les ronds-points, en créant des sites propres pour le vélo. Et puis il y a les catégories rurales, et donc on a le Tech aussi qui a une très très bonne note. Alors le Tech a été classé dans la commune de banlieue, vu de Paris peut-être, vu d'ici c'est peut-être un petit peu différent, mais en tout cas si on passe sur la carte de Nouvelle-Aquitaine ensuite, on voit beaucoup de vert dans notre région, notamment le long du littoral. Vous connaissez probablement la plupart des communes qui sont en vert, en allant du nord de Bayonne, depuis Souston, Vieux-Boucau, et j'ai rencontré tout à l'heure les représentants qui sont ici avec nous, jusqu'à l'île d'Aix, en Charente-Maritime, et un petit peu au-delà. Vous connaissez bien ces communes si vous avez pu y aller en vacances. Vous avez notamment vu les pistes cyclables qu'il y a là-bas. Ces pistes cyclables, elles ont été créées il y a très longtemps, elles se développent encore pour répondre à la saturation du trafic en été. Et donc en fait, on a vu déjà depuis longtemps, mais on ne l'a pas développé plus au-delà, que le vélo est une solution pour répondre à la saturation du trafic routier, et en tout cas pour limiter cette saturation et permettre aux habitants qui sont sur place quand le trafic est saturé de pouvoir circuler quand même. Et qu'est-ce qu'ils font ces habitants quand ils sont là-bas ? On va à la plage, mais aussi on va vers les services, on va à l'école, on va chez le médecin, on va au supermarché. Et on peut faire tout ça à vélo parce qu'on a des pistes cyclables qui aménagent. Alors, on va me dire c'est plat aussi. C'est vrai, c'est plat. Mais il y a aussi des contre-exemples dans la région. On a la ville de Créon, par exemple, ici sur les coteaux bordelais. Un environnement très vallonné, avec des pistes cyclables aussi bien pensées dans le centre de cette petite ville, de ce petit village, qui permettent de rejoindre les services, et donc ça les habitants apprécient beaucoup. Et donc il faut savoir cibler ce sur quoi on veut aménager. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir tout de suite l'ambition de se dire oui mais on ne va pas tout faire en vélo. C'est sûr on ne va pas tout faire en vélo, notamment dans les zones rurales.
il faut pouvoir aménager des petits parcours de 4-5 km entre deux communes qui sont assez proches et qui vont fonctionner ensemble. L'une, c'est plutôt résidentiel, l'autre, c'est plutôt du service. Et bien, si on veut pouvoir développer le vélo, il faut aménager une piste cyclable sécurisée entre ces deux communes, qu'elle soit praticable été comme hiver, de jour comme de nuit, pour pouvoir rentrer tard et puis pour pouvoir y aller avec les enfants. Il y a les cours d'eau. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Les cours d'eau, ça peut être aussi, en milieu rural, ça peut être une très bonne solution parce que là, pour le coup, c'est plat et on peut avoir des continuités intéressantes. Il faut absolument créer des plans vélo qui identifient ces paramètres-là, qui les mettent en avant et qui permettent ensuite d'actionner les leviers pour pouvoir créer des pistes cyclables en site propre. Merci. Et il nous reste, c'est pour ça que j'ai coupé. Normalement, on veut toujours laisser un petit moment pour poser des questions. On n'a pas énormément de temps, mais si vous avez 1 ou 2 questions, on peut profiter de notre 5 intervenants. Bonjour, donc moi je travaille sur le Grand Saint-Émilionnais et je suis aussi adjointe au maire de Créon. La communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais. Voilà, donc il y a un des aspects qui n'a pas été tellement évoqué là, qui a été évoqué à plusieurs reprises, mais qui est très important sur le milieu rural. C'est la réduction de la vitesse. Vous parliez du diktat de la vitesse, en effet, et c'est un des gros problèmes. Donc moi, sur Créon, je travaille sur l'écomobilité scolaire. Et donc les parents me disent, j'emmène mon enfant en voiture à l'école parce qu'il y a trop de voitures, c'est dangereux. Donc quand on part sur un constat comme ça, c'est super compliqué d'intervenir derrière parce que c'est un fait. Et comment on fait en fait pour enlever des voitures? Donc je voulais aussi, c'est pas du tout une attaque directe parce que vous y êtes pour rien, mais la région, je comprends absolument pas. On a une région profondément schizophrène puisque vous faites quelque chose de très bien. Et en même temps, la région milite pour la LGV. Pour moi, c'est totalement incompréhensible et dramatique, en fait, parce qu'on met de l'argent d'un côté et on en met de l'autre. C'est exactement le même problème que l'élargissement des routes. En fait, on fait des politiques qui annulent d'autres politiques et l'argent public est très, très mal dépensé. Voilà. Je me permets de dire ça parce que je suis élue aussi. Je vais te donner le micro, Didier, et pour introduire... ce dont j'imagine tu vas parler pour la question des enfants, parce que c'est une des priorités dans les bourgs. S'il y a peut-être plus de services, il y a peut-être encore au moins les écoles. Et donc, pour revitaliser vraiment ces bourgs, il faut effectivement donner la possibilité aux enfants et aux familles d'utiliser le vélo, au moins pour amener les enfants à aller les chercher à l'école. Et ça, c'est une justification pour créer des pistes cyclables qui vont vers ces écoles. Et pour dégager un peu les écoles des voitures, il faut rendre compliqué l'accès à ces écoles en voiture, sécuriser les zones qui sont autour et donner de la place aux enfants et aux parents devant les écoles. Donc c'est les fameuses rues aux enfants pour lesquelles on milite, nous, sur la métropole, dans chaque commune, de les développer. Et qu'on va visiter tout à l'heure dans la visite apprenante. Bon, je suis l'élu de service, donc je vais vous répondre sur le plan politique. Je suis contre l'élargissement de la A63, c'est très clair, et je porte une parole politique. Je suis contre le grand contournement de Bordeaux, je suis contre la LGV, donc ça ne souffre pas de discours ambigus, les choses sont très claires. J'ai envie de nous dire, si nous sommes concernés ici, réfléchissons au moment où on entre dans l'isoloir. Et là, on comprend... Pardon, je réponds à la question. Et je vais vous dire que pour que vous compreniez que mon propos est quand même somme toute objectif, je suis à la politique depuis 2 ans et demi, donc je n'ai pas fait carrière dans la politique et je n'envisage pas de le faire. Et dans l'équipe municipale, je suis ce qu'on appelle société civile, donc je ne suis d'aucun parti. D'accord ? Donc quand je vais maintenant pour réfléchir au bulletin de vote qu'on met, vous comprenez que je ne fais pas du combat électoral une priorité de politique politicienne, mais bien une priorité d'action. Aujourd'hui, nous avons à la région un parti politique qui porte la LGV. Nous avons à la Bordeaux Métropole un parti politique qui porte le grand contournement. Réfléchissons au moment où nous allons dans l'isoloir, et là, sur ces 2 exemples bien concrets,
on comprend que finalement, le bulletin de vote que l'on choisit a peut-être une implication directe sur notre quotidien. Je suis un peu énervé parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, j'avoue que parfois j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Didier, Encore faut-il rentrer dans l'isoloir. Ouais, Bon, vite, ça vite, c'était sur vite, Alors vite. non, il a parlé des rues des enfants. S'il y a une autre question, j'en profiterai, puis on le fera dans la visite. Donc voilà, Oui, je laisse oui. la parole aux autres. Oui. Une dernière question avant de continuer avec cette journée d'études. Quelqu'un qui n'a pas peur après l'intervention de Ludo et de Didier. Une dernière question? Si, non? Allez. Bon, donc, du bah, coup, si, j'enchaîne ou il n'y a vraiment pas d'autres questions parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Moi, je gère les timings. Je suis la personne un peu lourde aujourd'hui. Bon, vous avez vu que Mais moi je parle, mais c'est elle que... Non, on a toute la journée pour ceux qui restent avec nous toute la journée pour discuter ensemble, le déjeuner du midi pour ceux qui sont inscrits et à l'hôtel de ville. Et puis pendant la visite, on parlera de la rue aux enfants notamment, pas que. Mais du coup, je ne sais pas si tu veux clore, après je vais vous inviter. Non, c'est bon. Okay. Je vais remercier à Ludovic, bon, à tous les quatre, mais Ludovic parce que je sais que tu dois partir. Et Pierre, Cédric et Didier, vous restez avec nous. Mais merci Ludovic. Comme à chaque fois qu'on t'appelle, tu es là avec nous. Merci. Merci à Ludovic et merci à Vélocité qui va encadrer la visite à vélo. Donc je fais une transition. Ceux qui partent pour la visite, est-ce que vous pouvez lever la main? Waouh, vous êtes nombreux. Ouais. Oui, tu peux dire un truc, Didier. Je vais dire juste un truc pour ceux qui ne seront pas à la visite. Je ne vais pas parler de la rue aux enfants, mais je vais parler d'un système qu'on met en place à Bordeaux qui nous permet d'avancer un peu plus vite que ce qu'on fait d'habitude. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme pragmatique. C'est-à-dire que pour pouvoir répondre à votre question, madame, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une expérimentation dans les conditions du direct. C'est-à-dire qu'on va dire, votre rue qui est devant l'école, on va la fermer. Mais on ne la ferme pas définitivement, on ne fait pas des travaux, on ne fait pas des grandes études, on teste tous ensemble, on concerte tous ensemble, on essaye tous ensemble. Et si dans 6 mois, ça nous convient, là on lance les travaux et là on fait du définitif. Et souvent, quand on a goûté pendant 6 mois à l'apaisement de sa rue, on n'a pas envie de revenir en arrière. Voilà, c'était juste pour dire ça à ceux qui ne seront pas là à la réunion. Voilà, visite. Est-ce que Léo est là? Il est là-haut. Alors regardez la personne derrière qui lève la main. C'est la personne qui va vous conduire au pony pour ceux qui ont réservé un vélo pony à assistance électrique. Et est-ce que Benoît est là? Benoît Gilliot de Vélocité. Il est dehors. Alors Benoît a un triporteur, donc vous pouvez déposer toutes vos affaires dans le triporteur. Si vous n'avez pas envie de vous encombrer de vos sacs à dos, de vos manteaux, de vos écharpes, les affaires seront gardées précieusement. Voilà. Et pour ceux qui ont leur propre vélo, rendez-vous devant la maison éco-citoyenne. Et pour ceux qui veulent rester un peu, vous avez le droit aussi.